Bonsoir à tous. Alors, ce soir, on va aborder la thématique de la gestion et de la diversité des pelouses. Aujourd'hui, on va être accompagné par Pierre Laurent, que vous n'avez pas encore rencontré. Pierre Laurent, il travaille chez Adalia depuis 5 ans. Il est conseiller technique pour les professionnels et alors, c'est un grand passionné par les abeilles sauvages. Il est biologiste de formation. Ce soir, je vais être un peu plus participative que d'habitude aussi. Je vais parler de la première partie de la présentation. Et donc, moi, je suis agronome de formation. Je travaille chez Adalia depuis le mois de septembre. Et donc, j'ai en charge les formations à destination des particuliers. Donc, une fois n'est pas coutume, une petite présentation de la SBL. Donc, Adalia 2.0 a été créée en 2001 et est active dans le secteur des espaces verts en région wallonne. Donc, c'est une ASBL qui est subsidiée par le SPW et qui vise à promouvoir la conception et la gestion durable des espaces verts, aussi bien publics que privés, donc des jardins également, en y laissant plus de place à la nature. Donc, on accompagne, on conseille et on sensibilise par rapport aux alternatives, les techniques alternatives aux pesticides et par rapport à toutes les thématiques de la gestion écologique. On a dans nos campagnes le printemps naturel, comme j'ai déjà expliqué lors des précédentes visioconférences, qui est actuellement en cours. Donc, c'est un site internet qui reprend tous des événements jusqu'au mois de juin, donc sur les thématiques de l'environnement, partout en Wallonie. Donc, si vous ne savez pas quoi faire de vos prochains week-ends, n'hésitez pas à consulter l'agenda en ligne. Il y a vraiment énormément d'événements qui sont repris. Adalia 2.0 fournit aussi des kits d'élevage de coccinelles et de papillons à destination des écoles. On a un label qui s'appelle Wallonie en fleurs et qui vise à encourager les communes vers une gestion beaucoup plus durable et une végétalisation plus durable des espaces verts. Et alors, on a également un label qui s'appelle Jardiner sans pesticides, qui reprend une cinquantaine de jardineries en Wallonie qui souhaitent conseiller des produits alternatifs aux pesticides à leurs clients. Au niveau des différents services, il y a tout l'aspect formation dont cette formation fait partie. Il y a tout ce qui concerne, on organise aussi des visites de terrain. On rédige pas mal d'articles et de podcasts sur différentes thématiques, toujours en rapport avec l'environnement. On organise des démonstrations de machines de désherbage aussi, des colloques, des séances d'information pour les citoyens, parfois par le biais des communes. Et alors, on tient régulièrement des stands de sensibilisation lors de différents événements. Pour ce soir, voilà un peu le petit plan de présentation de la visioconférence. On va parler de la campagne En met ton à l'arrêt qui commence à partir du 1er mai et qui est directement liée à la thématique de ce soir. On aura un petit historique sur la naissance des gazons. On verra un peu la composition des gazons traditionnels. On abordera brièvement le principe de gestion différenciée de tontes raisonnées dans les jardins, avec les avantages que les pelouses peuvent nous offrir. Donc ça, ce sera pour la première partie. Puis on aura une petite interruption technique, le temps de changer d'intervenant. Et donc, Pierre Laurent, mon collègue, nous présentera ensuite les principales familles des plantes spontanées qu'on va retrouver dans les pelouses quand on arrête de tondre. Donc, la campagne En met ton à l'arrêt a été initiée par le VIF en collaboration avec Adalia et avec l'Université de Jean Blou depuis 4 ans. Donc ici, on est à la 4e édition. On invite en fait les citoyens à ne plus tondre une petite zone de son jardin, donc idéalement minimum 1 mètre carré durant tout le mois de mai. Et alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va un peu observer la faune qui va s'y développer. On va compter, on va identifier les fleurs fin du mois de mai, donc le week-end du 24 mai. Et alors, l'idéal, c'est d'aller encoder ensuite ces observations en ligne sur le site de En met ton à l'arrêt. Et ça va permettre de calculer un peu votre impact environnemental et donc votre indice nectar qu'aura offert votre petite zone non tondue. Donc, n'hésitez pas à aller sur le site du VIF et inscrire votre jardin via le lien
qui est juin. Mais du coup, c'est bien de le faire ici courant du mois de mai. Mais on vous invite à ne pas seulement limiter donc l'arrêt de la tonte uniquement au mois de mai et à poursuivre ce mode de gestion tout au long de l'année parce qu'il y a de nombreux avantages dont on va parler juste après. Alors, l'historique des gazons. Donc, juste pour qu'on s'entende bien par rapport au vocabulaire que je vais employer pendant la suite de la présentation, quand je vais parler de gazon, c'est vraiment un enherbement artificiel qui a comme aspect vraiment purement esthétique et donc qui va être assez ras, horticole et donc sans beaucoup d'attrait pour l'environnement. Par contre, quand je vais parler de pelouse, là, ce sera une formation végétale qui est constituée de diversité de plantes herbacées et donc beaucoup plus écologique et qui laisse plus de place à la nature. Alors, les premières influences des jardins d'ornement ici en Occident, ça date déjà de 4000 ans avant Jésus-Christ, avec les jardins de Perse, où on va retrouver dans les aménagements autour des habitations des chemins qui sont constitués de pavés. Et on va retrouver aussi les premiers jeux d'ombre et d'eau avec les premiers bassins. Donc, c'est la première trace des jardins qu'on va retrouver 4000 ans avant Jésus-Christ. Ensuite, au Moyen Âge, on va avoir l'apparition des premières surfaces entretenues. Alors là, c'est plutôt au niveau des monastères qui vont entretenir, faucher des chemins entre les cultures. Là, c'est ouais, première surface enfin, enherbée entretenue, on va dire. Et puis, en 1680, on va avoir la première grande étendue, donc à grande échelle, le premier gazon traditionnel dans les jardins de Versailles, qui va être mis en place par le paysagiste à l'époque pour mettre en avant en fait le bassin d'Apollon qui est face au château. Et donc, c'est cette zone enherbée qu'on voit à l'avant du bassin. Ça va être vraiment premier gazon traditionnel à grande échelle. Et puis, ben, les Anglais vont trouver ce type d'enherbement très intéressant. Ils vont l'amener chez eux. Mais alors, c'est plutôt l'aristocratie qui va développer ça autour des maisons. Donc, c'est le premier jardin entretenu aux abords des maisons qu'on va avoir, alentour du XVIIIe siècle. Et donc, ils vont être entretenus plus intensivement. Alors, pourquoi en Angleterre? Bah, parce que l'Angleterre a un climat assez doux, avec de faibles variations de température et une assez bonne pluviométrie, ce qui va permettre le développement de ce type de gazon qui a besoin de conditions climatiques stables et de bonnes, enfin d'assez bien d'eau. Et pourquoi l'aristocratie? Ben, parce qu'à l'époque, on était toujours à faucher manuellement et donc tout le monde ne pouvait pas s'offrir ce type de service et donc c'est un peu la bourgeoisie qui a pu développer ça autour de ces jardins. Et puis ben du coup ça va intéresser aussi nos voisins d'Amérique et donc cette mode elle va traverser l'océan, elle va se retrouver au niveau chez les nobles en Amérique et donc jusque-là ben c'était assez limité à la bourgeoisie. Et puis va arriver la révolution industrielle avec les premières tondeuses qui vont apparaître. 1830, c'est plutôt tondeuse manuelle avec des lames hélicoïdales comme on a encore de temps en temps en jardinerie. Et puis 1893, alors là, c'est la première tondeuse vapeur qui va voir le jour en Angleterre. Et puis il va falloir attendre 1919 pour avoir la première tondeuse à moteur à essence qui va dont le brevet va être déposé aux États-Unis. Et puis, dernière grande étape, après la période après-guerre, avec l'arrivée des pesticides et des engrais. Et donc, en fait, l'essor des tondeuses et l'arrivée des pesticides va faire qu'on va avoir une démocratisation des gazons. Ce sera plus uniquement pour la bourgeoisie, ça va s'étendre un peu à monsieur, madame, tout le monde. Et donc, cette mode va être lancée. Et les jardins vont vraiment devenir de simples surfaces destinées à la détente et au loisir. Et depuis cette période, depuis la moitié du XXe siècle, ben, la majorité des jardins européens continuent cette tendance d'uniformisation des paysages. En fait, il n'y a pas eu de grande évolution sur la gestion des jardins depuis. J'ai été un peu trop vite. Euh, Pierre-Laurent, je vais te demander si c'est possible de lancer la première petite question que j'ai pour vous.
si tu y arrives. Ouais, je lance ça tout de suite. Tu, tu dois aller dans sondage. Ouais, parfait. Donc, j'aimerais bien savoir si vous avez. Ah non, c'est pas celle-là, Ah, c'est l'autre. C'est la question A. Hop, j'arrête. Tu sais lancer la question A, s'il te plaît. ouais. Les aléas du direct. Super. Donc, je voulais savoir si vous avez une idée de combien d'espèces différentes on va retrouver dans les semences de gazon traditionnelles. Voilà, c'est une question ouverte. Si vous avez une idée d'un chiffre, une moyenne, hein. Je vais mettre fin au sondage. J'ai les résultats. Ok, alors, j'arrête le partage. Voilà, je retourne sur la présentation. Donc, eh ben, la composition d'un gazon traditionnel, on va retrouver cinq espèces de graminées qui vont constituer la majorité des mélanges de semences pour gazon. Donc, il y en a trois courantes, c'est le raies anglais, le paturin des prés et la fétuque rouge. Et alors, il y en a quatre un peu moins courantes, ou en tout cas qu'on va retrouver en proportion un peu moins importante. C'est la grostide, la fétuque élevée, la fléole bulbeuse et la fétuque ovine. Donc, voilà, cette espèce qui constitue la majorité des mélanges qu'on trouve en commerce. Donc, voilà quelques exemples d'étiquettes de diverses marques où on voit effectivement que c'est les sept qu'on a cités qui reviennent constamment et alors trois ou quatre différentes par mélange grand maximum. Alors pourquoi est-ce que ce sont des graminées en fait qu'on retrouve dans les mélanges de pelouse? Ben, les graminées ont une capacité assez impressionnante de s'étendre et de former des populations denses qu'on appelle plus communément des touffes d'herbes. Et elles supportent, enfin, elles ont une capacité assez importante de supporter la coupe. Donc, on va choisir ces sept espèces pour plusieurs critères. Il va y avoir bah, leur résistance au piétinement, leur résistance aux maladies des feuilles, hein, je précise bien des feuilles, la résistance à la sécheresse, enfin, dans la mesure du possible, parce qu'on verra plus tard que c'est pas évident pour les graminées. On va avoir une résistance à la tonte rase et alors aussi pour leur durée de vie. Mais alors, il n'y en a aucune qui est sélectionnée pour sa floraison. C'est pas ce qu'on attend d'un gazon traditionnel. On attend d'un gazon traditionnel qui soit vert, qui soit dense, qui fasse un maximum de feuilles et qui reste vert tout au long de l'année. Donc, on va retrouver en commerce différents types de gazons. Par exemple, le gazon anglais, c'est un gazon qu'on va prendre surtout pour ses aspects esthétiques, son homogénéité pardon, et sa densité. Et donc, on va retrouver par exemple du raigrasse et la fétuque rouge en majorité. Le gazon de sport, lui, ben, on lui demandera d'être plus résistant au piétinement et à l'arrachement. Donc, c'est surtout la fétuque élevée et le raigrasse anglais qu'on va retrouver. Donc voilà, il y a d'autres types, mais on va pas trop s'attarder là-dessus. Alors, les inconvénients du gazon traditionnel, ben, comme on l'a vu plus haut, ben, les espèces fréquentes dans les gazons sont sélectionnées pour leur feuillage, mais pas pour leurs fleurs. Et puis, de toute façon, elles sont tondues court assez régulièrement. Et donc, en fait, on ne va pas leur laisser l'occasion de fleurir. Elles ont donc ben, moins d'intérêt pour l'environnement. Et surtout qu'on va retrouver que cette espèce, du coup, comme je le citais précédemment, donc au niveau diversité végétale, ça va pas être incroyable.
Elles sont inadaptées aussi aux périodes de sécheresse parce que plus on va tondre un gazon court, moins son enracinement va être profond et donc moins la plante va pouvoir aller capter l'eau en profondeur. Donc elle ne résiste pas bien à la sécheresse, ce qui fait qu'elles vont avoir des besoins en eau. Or, on va de plus en plus manquer d'eau en été avec les longues périodes de sécheresse dont on va devoir de plus en plus faire face. Elles sont aussi assez sensibles aux champignons et aux plantes indésirables. Alors, il faut savoir que l'herbicide sélectif pour gazon est interdit d'utilisation pour les particuliers depuis décembre 2019. Donc, voilà, dans ce contexte de non-utilisation d'herbicides, de manque d'eau, etc., ben, ça va être de plus en plus compliqué de maintenir un gazon traditionnel en bonne santé. Et puis, voilà, dans le contexte réchauffement climatique et érosion de la biodiversité, ben, c'est un peu en désaccord avec les enjeux environnementaux auxquels on doit faire face. Et donc, c'est nécessaire de revoir un peu nos modes de gestion sur nos jardins et d'aller vers peut-être une gestion un peu plus différenciée de nos jardins. Alors, ben, qu'est-ce que c'est la gestion différenciée? C'est une gestion plus écologique des jardins et qui va faire beaucoup plus de place au naturel. Ça nécessite du coup une remise en question du tout horticole, mais attention, sans pour autant le bannir, c'est pas l'idée. On aime tous avoir une petite plante ornementale qui fleurit, qui est belle, et voilà, la gestion différenciée ne l'interdit pas. Euh, la tonte différenciée, ben, ça va être une technique de ce mode de gestion plus différencié. Et donc, ça veut dire, c'est quoi une tonte différenciée? C'est tondre moins fréquemment certaines zones du jardin en fonction de l'utilisation. Donc, on sait qu'on n'utilise pas tout un jardin comme tel. Et donc, il y a des zones qu'on va peut-être moins fréquenter qui vont être intéressantes pour laisser se développer un peu plus la nature. Après, ça nécessite quand même de revoir un peu la perception qu'on a sur les pelouses. Il va falloir accepter de ne plus avoir un jardin tondu ras qui va être tout vert, tout monotone, mais de concevoir plutôt la pelouse comme un milieu vivant qui va s'équilibrer, qui va évoluer et où on va laisser un peu la flore spontanée s'implanter et surtout leur laisser faire un cycle complet, donc de la germination à la floraison, et puis à la montée en graines, pour pouvoir assurer leur descendance. Et donc, ça va attirer aussi de nombreux animaux. Alors, au niveau des avantages des pelouses écologiques, ben, je ne pense pas vous apprendre quelque chose en disant que l'intérêt principal, c'est l'intérêt environnemental. Donc, le fait de moins entretenir une pelouse, ça va laisser, comme j'expliquais, place à la végétation spontanée et donc à la diversité végétale. On va voir apparaître en plus des graminées, ben, des plantes à fleurs enfin, dont Pierre-Laurent va nous parler dans la seconde partie de la présentation. Ces plantes à fleurs, ben, elles vont être source de nourriture pour les pollinisateurs. Euh, et puis, ça va permettre aussi d'avoir des zones refuges pour la faune. Il faut savoir qu'il y a énormément d'espèces qui sont inféodées aux prairies, qui vont y pondre, qui vont s'y nourrir. Je pense notamment aux criquets, aux sauterelles, de nombreux coléoptères, des chrysopes, des chenilles. Et donc, ça va attirer tous des animaux qui, eux, vont aussi servir de nourriture pour, par exemple, les oiseaux ou la petite faune sauvage. Et donc, en fait, il y a un équilibre qui va se mettre dans ces zones qui sont hyper riches et qui vont créer à eux tout seuls des petits écosystèmes. Donc, si vous avez peur que ce type de zone attire des petites bébêtes et que vous n'êtes pas friand de tout ça, ben, il faut savoir que ces zones, elles vont rapidement s'équilibrer. Et alors, toute la faune que ça va attirer, il y en a qui vont être hyper intéressants pour tout le jardin. Et par exemple, si vous faites des potagers, ben, ça va être des beaux auxiliaires aussi contre les ravageurs qui peuvent se développer dans les cultures potagères. Et du coup, à plus grande échelle,
ces zones qui ne vont pas être tondues vont créer des petits maillages écologiques dans des zones urbanisées où il en manque. Et en fait, ça va permettre de créer des corridors entre des plus gros milieux qui sont parfois isolés comme ça dans des zones urbanisées. Et donc, toutes ces petites zones, ouais, ça va créer des maillages, ça va permettre la circulation des animaux entre différents milieux. Alors, au-delà de tout ça, les pelouses vont aussi favoriser la vie qui va y avoir en sous-sol. Donc, moins on va tondre, plus l'activité des micro-organismes en sous-sol va être grande. Et ces micro-organismes sont hyper importants aussi par rapport à tout ce qui est décomposition de la matière organique et l'ameublissement du sol. Et donc, tout ça, ça va favoriser un équilibre au niveau du sol et du coup, stimuler la pousse des végétaux qui ont besoin de toute cette matière organique. Et tout ça, toutes ces bactéries qui vivent dans la première couche du sol, ben, c'est un peu les premiers maillons de la chaîne alimentaire. Donc voilà, ça va apporter pas mal de vie et ça a vraiment beaucoup d'intérêt pour la biodiversité. Alors, dans les autres avantages, on va citer la lutte contre les inondations. Bah oui, parce que les végétaux qui vont pousser dans nos pelouses vont créer des micro-galeries via leur système racinaire et ça va favoriser l'infiltration de l'eau et la lutte contre le ruissellement. Donc ces micro-galeries ouais, favorisent la percolation de l'eau et ça va recharger les nappes phréatiques qui, elles, vont pouvoir rendre l'eau aux plantes en période de sécheresse. Ensuite, il y a aussi la lutte contre l'érosion des sols. Donc, qu'est-ce que c'est l'érosion des sols? C'est l'arrachement en fait, des fines particules qui constituent la couche supérieure du sol, où on va retrouver, comme j'expliquais, la matière organique et les sels minéraux qui sont indispensables à la croissance des végétaux. Et donc, sous l'action du vent et de l'eau, ben, cette fine couche va s'arracher quand on a des sols nus ou peu couverts. Et donc, les plantes qui vont pousser vont fixer le sol grâce à leur système racinaire et éviter le phénomène d'érosion. Et alors, autre avantage, c'est aussi tout ce qui est filtration des eaux de ruissellement. Donc, une goutte de pluie qui va tomber, par exemple, sur la route, eh ben, elle va se charger en substances chimiques comme les hydrocarbures qui viennent des véhicules. Cette goutte d'eau, elle va ruisseler sur le tarmac, elle va arriver au niveau du sol, et puis elle va s'infiltrer, elle va aller rejoindre les nappes phréatiques. Et donc, les racines des plantes et les bactéries qui sont dans la couche de la rhizosphère, donc vraiment la zone avec tous les systèmes racinaires des plantes, elles vont faire tout un travail d'assainissement de cette petite goutte de pluie avant qu'elle atteigne les nappes. Et donc, ça va permettre d'assainir nos puits d'eau que sont les nappes phréatiques. Ensuite, autre avantage, ben, c'est l'amélioration de la qualité atmosphérique. Bah oui, comme tous les végétaux, l'herbe, elle va transformer le CO2 en oxygène. Et donc, elles vont participer à l'assainissement de l'air. Et alors, les brins d'herbe, ils vont pouvoir aussi fixer la poussière et les polluants qui sont contenus dans l'air et que nous respirons. Et donc, plus les pelouses vont être grandes et importantes, plus elles vont retenir de particules. Et voilà, il y a une étude qui a été faite et qui prouve que les pelouses, elles peuvent retenir plusieurs millions de tonnes de polluants de poussière qui proviennent de l'atmosphère. Et donc, elles ont un chouette rôle d'amélioration de la qualité de l'air. Bah, les pelouses absorbent aussi les bruits ambiants. À l'inverse des surfaces en béton, à l'asphalte ou autres surfaces indurées qui auront tendance, elles, à le, le, le propager. Et donc dans les milieux, enfin, dans les cœurs de ville, ben, les pelouses vont avoir un chouette rôle d'absorption de tous les bruits qu'on va pouvoir avoir. Les pelouses vont aussi rafraîchir le milieu. Bah oui, via leur processus d'évapotranspiration, ben, elles vont rejeter de l'eau dans l'atmosphère qui va rafraîchir les milieux. Et ça aussi, dans les villes, en période d'été, c'est quand même assez intéressant comme avantage qu'elles vont nous offrir. Et alors, elles auront aussi une plus grande résistance au stress hydrique. Donc, comme j'ai expliqué et comme on le voit sur les schémas, ben,
plus l'herbe va être haute, plus le système racinaire va aller en profondeur et donc plus elle va pouvoir capter l'eau. Or, un gazon qui est court, ben, aura un faible enracinement et donc il sera plus sujet au jaunissement et au dessèchement. Et donc, ben, ça nous fait faire des économies en eau aussi d'avoir des pelouses plus écologiques. Alors, autre avantage que je vais passer en revue rapidement, c'est ben, les effets bénéfiques sur l'humeur, hein. Je pense on trouve ça tous agréable d'avoir un milieu vert et végétal un peu autour de nous pour le bien-être. On va avoir des économies de temps vu on va tondre moins souvent. Des économies d'énergie aussi, évidemment, en fonction de type de tondeuse qu'on a, ben, soit de carburant, soit d'électricité. Ça va diminuer l'usure du matériel et donc tout ça, ben, ça nous fait faire quand même de belles économies d'argent. Alors, au niveau de la mise en place et de l'entretien de ce type d'enherbement, ben, où est-ce qu'on va réaliser une pelouse? On va la réaliser dans des zones peu fréquentées. Si vous n'avez pas trop une idée d'où mettre ça en place, ben, l'idéal, c'est même de matérialiser la zone en mettant un fil et en observant pendant plusieurs jours, voire même plusieurs semaines, si la zone convient et l'adapter si nécessaire en fonction des passages qu'on a dans notre jardin. Comment l'entretenir? Ben, le moins possible. Donc, le mieux, c'est une fois par an. Maintenant, si vous passez de 20 tontes à 10 tontes, c'est déjà super. Mais si vous voulez vraiment que ça ait un résultat et un impact sur l'environnement, on dira une fois par an. On évitera le gyrobroyage parce que, comme son nom l'indique, ben, le gyrobroyage, ça broie et donc ça détruit, enfin, c'est assez agressif comme mode d'entretien. On favorisera plutôt le débroussailleur ou la moto faucheuse ou si on veut vraiment s'essayer aux techniques ancestrales, ben, on peut faire à la chaux aussi. La hauteur de coupe, ben, on essayera de la faire le plus haut possible. Pour le fauchage, l'idéal, c'est 10 centimètres. Si vous avez des tondeuses, ben, essayez de régler vos lames le plus haut possible. Ce sera super. Par rapport à sa façon de tondre, on a souvent tendance à commencer par les extrémités et finir par le centre de son jardin. Or, quand on procède comme ça, en fait, on va renfermer toute la faune qui va essayer de fuir. L'emprisonner au centre et elle va pas pouvoir éviter les lames de la tondeuse. Donc, on favorisera plutôt un entretien par le centre vers l'extérieur. Comme ça va permettre aux animaux de pouvoir s'échapper chez le voisin ou dans des zones secondaires qu'on va moins entretenir. Et alors, toujours dans ce souci de préservation de la petite faune, c'est laisser le produit de fauche quelques jours au sol pour leur permettre d'aller trouver refuge et un abri ailleurs avant d'exporter le produit. Je vais expliquer après pourquoi il est nécessaire d'exporter. Alors, quand entretenir la pelouse, ben, ça dépend un peu de ce qu'on veut faire du produit de fauche. Si l'idée, c'est de le valoriser en foin, on va le faire à partir de la mi-juin et avant que l'herbe ne verse, sinon ça va être compliqué de la récupérer, de la valoriser. Sinon, si c'est pour la faune, pour la biodiversité, ben, on favorisera l'entretien plutôt en automne, voire même pas du tout. Euh, J'expliquerai aussi juste après pourquoi. Que faire des produits de fauche? Ben, en fait, c'est un super produit qui vaut la peine d'être valorisé. Alors, vous pouvez l'utiliser comme paillage au pied de vos haies, de vos plantes vivaces. Attention quand même toutefois aux éventuelles graines qui peuvent se retrouver dans le produit. Si vous mettez ça dans votre potager, il faut faire quand même attention à ce qu'il n'y ait pas, que vous n'ayez pas, ne soyez pas envahi par toutes les vivaces qu'on retrouve dans, dans ces produits de fauche. C'est aussi un super produit à composter si vous avez la chance d'avoir un compost dans votre jardin ou alors, ben, comme j'expliquais, le foin si vous avez du bétail. Alors, petite question pour clôturer ma présentation. Voilà.
que se passe-t-il si on ne fauche pas? Si on n'entretient pas le terrain, qu'est-ce qui va se passer? Ok, je vais mettre fin au sondage. Eh ben, si on ne fait rien, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir le slide, bien. Voilà, si on ne fait rien, on va avoir un enrichissement du milieu, et ça, c'est la même chose si on laisse le produit de fauche, comme j'expliquais tantôt. L'idéal, c'est de l'exporter. Sinon, on va enrichir le sol. Et si on enrichit le sol, on va favoriser l'apparition des espèces nitrophiles et la prolifération de ces espèces qui vont être les orties, les ronces et les graminées. Donc, on va avoir une dominance des graminées, ce qui va diminuer un peu la diversité végétale et toutes les plantes à fleurs qui pourraient se développer. Et puis, on va avoir l'apparition des ligneux, des arbres, arbustes qui vont être transportés par le vent, par les oiseaux et qui vont se développer. Et donc, on va évoluer naturellement vers un stade, enfin, notre stade climatique, donc qu'on appelle le climax. Et chez nous, ce sont les forêts de feuillus. Donc, en fait, le milieu va se refermer naturellement pour atteindre ce stade ultime que sont les forêts. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de faucher au moins une fois par an. Mais attention, même si la fauche, elle est tardive, ça reste quand même destructeur de biodiversité. Et donc, ça peut être intéressant quand même de laisser une zone non tondue chaque année pour avoir un refuge pour les animaux qui passent l'hiver. Et donc, cette zone-là, par contre, il faut la changer chaque année, justement pour éviter l'évolution et l'apparition des ligneux. Et alors, je finirai ma partie de présentation par l'importance de communiquer. C'est important d'expliquer au voisinage que ce n'est pas par négligence qu'on décide de laisser une partie naturelle dans son jardin, que ça a de nombreux intérêts. Et voilà, pour que ce soit compris, il faut pouvoir en parler et ouvrir la discussion. Et puis aussi inciter vos voisins à faire pareil, parce que plus il y aura des micro-habitats comme ça dans les jardins, plus les maillages vont être forts et les corridors écologiques vont pouvoir être renforcés. Voilà pour ma partie. On va faire la petite pause changement de présentation. Il y a des petites questions, Julie. Est-ce que je te les pose maintenant Oui, oui, on peut en Donc, discuter maintenant. il n'y avait pas une remarque, mais juste tic, trois petits points. Donc, je suppose que c'est pour soulever la problématique des tiques lorsqu'on laisse Ouais, effectivement les pelouses pousser dans certaines régions de la Belgique. ouais, c'est clair, hein. C'est clair que ça fait partie des petits aléas de ce genre de zone, surtout dans nos contrées. Donc, voilà, bien veiller, inspection TIC quand on travaille au jardin et qu'on est proche de ces zones-là tous les soirs. Observer un peu tous les recoins et essayer d'éviter qu'elles s'installent, et même par rapport à nos animaux de compagnie, s'équiper en pince à tiques. Mais voilà, à nouveau, si c'est équilibré, les tiques, elles auront des prédateurs qu'elles vont pouvoir nourrir et éviter de proliférer aussi. Ouais. Alors, la même personne disait, si les pelouses sont dépolluantes, il y a un risque de concentration de polluants et de poussière dans les tontes. Du coup, qu'en est-il de la mise en mulching qui est du compost? C'est un peu compliqué ça, le sujet des pelouses Ouais, dépolluantes. ouais. Après, elles ont ce rôle, cette capacité de pouvoir absorber, mais est-ce que ça a des répercussions ça reste atmosphérique, donc euh, je sais pas, c'est une très bonne question. Alors là, j'ai pas vu tous ces aspects-là dans les différents documents que j'ai pu parcourir, mais ça vaut la peine de se renseigner, ouais. Après, je pense pas que ce soit des concentrations si importantes en pollution qu'elles aient un impact sur le compost
À creuser, creuser. Ça, Ça, j'ai pas de ouais, réponse exacte. ça va dépendre de qu'est-ce qu'on appelle comme des polluants, je pense. Ouais. Et dans tous les cas, ça, c'est pas faire pire. Donc, c'est d'office pour un mieux, mais dans les plantes polluantes, il y a effectivement des plantes qui vont avoir la capacité de capter certains métaux lourds et qui vont Ouais, les c'est ça. garder en elles en quelque sorte, mais sans trop les modifier parce que ça va être stocké Ouais, dans il est l'une ou restitué. l'autre Bon. cellule. Mais il y a effectivement d'autres plantes qui exploitent en fait certaines de ces parties, qui les transforment et qui les rendent inertes en quelque sorte. Et donc là, le problème se pose moins parce que la molécule est plus si embêtante que ça. Euh, parce qu'il y a d'autres questions qui sont arrivées. Il y a quelqu'un qui dit que le risque des voisins, c'est du vécu, mais elle s'en fiche parce qu'ils nous ont compris qu'elle était spéciale. Mais oui, Mais il c'est faut pas bien. hésiter à communiquer avec les voisins. Vous avez le Ouais. droit de laisser pousser dans. Il y a aussi quelqu'un qui demande. Après, on va peut-être avancer tout doucement. Et du coup, j'ai pas. Ah oui, c'est parce que le chat avance en même temps. Si on assommait une pelouse fleurie sur une partie du terrain et gazon normal sur une autre, faut-il aussi faire une rotation entre les deux? Mais je comprends pas très bien la rotation dans quel Je change. sens. Peut-être enfin, alterner prairie de fauche et prairie fleurie d'une année à l'autre. Je sais pas, j'avoue que je. Alors, moi, si la question c'est est-ce que une année, là où il y avait la prairie fleurie, on remet un gazon et l'autre année, on remet la prairie fleurie, la réponse c'est pour moi non. On se réserve, on a tout à fait le droit, on peut faire des choses écologiques dans son jardin et quand même se garder une petite partie de gazon anglais si on a envie. Il faut vraiment pouvoir se faire plaisir dans son jardin, c'est super important. Et donc, si vous avez envie d'avoir une prairie fleurie, ben, gardez la prairie fleurie et entretenez-la le plus écologiquement possible selon vos possibilités. Et votre pelouse, si vous voulez garder une pelouse, ben, gardez votre pelouse et laissez-la entretenue comme d'habitude, quoi. Mais il faut pas forcément faire de rotation entre la prairie fleurie et le gazon pour moi. Parce que c'est trop contraignant et ensuite on perd un petit peu l'envie de continuer dans cette démarche. Ouais, et puis la prairie fleurie demande quand même un travail du sol et donc autant que ça reste dans la même zone. Mais bon, c'est pas trop le sujet des prairies fleuries. Ça peut être une thématique à elle toute seule. Donc voilà, mais ouais, vaut mieux que ça reste au même endroit. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que parce qu'il y a plein de questions qui Ouais, arrivent, du coup. on va peut-être switcher et puis au fur et à mesure, je vais peut-être répondre ou en tout cas, on prendra un temps à la fin à voir. Mais ouais, on va continuer. Hein. Je vais te laisser la parole, Pierre-Laurent. Ouais. J'arrête là. Dis-moi quand j'arrête le partage. Normalement, ça va se Tiens, faire voilà. tout seul. Ok. Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'on voit bien mon écran, tout ce qui s'ensuit? Bon, bah ok, bah bonjour à tous. Donc, comme Julie l'a expliqué, moi je suis Pierre Laurent, je travaille aussi chez Adalia en tant que conseiller technique et bah, de formation, je suis biologiste et ça m'est arrivé dans ma jeunesse de donner quelques cours de botanique et notamment les travaux pratiques de botanique. Et donc j'ai une petite affinité avec la botanique, mais voilà, on n'a pas l'occasion de pratiquer tous les jours, donc peu à peu ça se perd. C'est pour ça que je suis très content de pouvoir vous parler de tout ça aujourd'hui. Je vais enchaîner directement en vous rappelant que, comme Julie l'a dit, ben, effectivement, dans le gazon, en fait, on va avoir différentes sortes. On a différentes variétés, différentes espèces de graminées. Mais les graminées, ça reste que des graminées. Donc, c'est la famille, si on peut la faire en latin, c'est la famille des poacées. Dans une pelouse, rien que dans ce qui ressemble à des graminées, on va pas avoir que des graminées. Ici, à l'écran, vous avez quatre espèces de plantes. Vous avez Poa annua, qui est le pâture annuel, l'Alopeculos pratensis, l'Ursula campestris et Carex flaca. Ben, quand on les regarde comme ça, on se dit, bah ouais, ben c'est quatre graminées, tout ce qu'il y a de plus classique. Alors qu'en fait, déjà là, il y a trois familles différentes à l'écran.
Alors, ça peut paraître compliqué de les différencier comme ça, mais pour vous donner une petite idée, ben, chez les poacées, donc chez les graminées classiques, il y a un moyen très simple, c'est que généralement, on va avoir des tiges qui sont cylindriques et creuses. On a également l'apparition de nœuds qui sont bien marqués et d'une petite structure qu'on appelle la ligule qui est présente. Chez les Juncacées, donc la famille de la Lusula campestris, ben, on a une tige qui est circulaire et qui est pleine cette fois-ci, avec un semblant de fleurs un petit peu plus proche de ce qu'on a l'habitude de voir. Et chez la dernière famille, qui était le Carex flacca, donc la famille de Cyperacées, on a une tige triangulaire. Donc, il y a des petits moyens parfois pour reconnaître super facilement des familles, alors qu'a priori, quand on regarde de loin, qu'on s'y connaît pas trop, ça a l'air vraiment super compliqué. Là, on voit que ce sont des critères qui sont quand même très simples. Ben, ce qu'on va essayer de faire maintenant, c'est de voir un petit peu ces fameux critères faciles à identifier qu'on va pouvoir extraire pour quelques familles et qu'on va essayer de mettre en avant pour des plantes qu'on rencontre assez souvent dans nos pelouses aux alentours du mois de mai, donc pendant la campagne en mai Tontalaré. Mais avant ça, ben, il faut quand même vous parler un tout petit peu de morphologie florale et de comment est-ce que les fleurs se mettent sur la plante, parce que parfois ça va avoir son importance. Donc, pour ceux qui ont déjà eu des cours de botanique, désolé, c'est un petit peu redondant par rapport à ce que vous avez déjà eu, mais voilà, il y a des choses qui sont importantes de remettre en place. La première chose à savoir, c'est que la fleur, elle repose sur ce qu'on appelle un réceptacle. Donc, le réceptacle, ça va vraiment être la base de la fleur. Au-dessus du réceptacle, on a généralement des éléments verts qui ressemblent un petit peu à des feuilles. C'est ce qu'on appelle les sépales, et l'ensemble des sépales, c'est ce qu'on va appeler un calice. Au-dessus du sépale, on a les fameux pétales que tout le monde connaît, et l'ensemble des pétales va former la corolle. Chez certaines plantes, il n'y a pas de sépale, il n'y a pas de pétales, mais il y a ce qu'on appelle des tépales. C'est le cas, par exemple, chez les tulipes. Quand vous regardez une belle fleur de tulipe, ben, vous n'avez pas les petites pièces vertes en dessous des fleurs, c'est parce qu'elles ne sont pas présentes à la base. Et donc, c'est ni des sépales, ni des pétales, mais des tépales. Au-dessus, vous avez les étamines. L'ensemble des étamines va former ce qu'on appelle l'androcée. Et tout au milieu, vous avez ce qu'on appelle le gynécée. Donc, le gynécée, c'est le pistil, le stigmate, ainsi que l'ovaire et l'ovule chez la plante. Donc, l'ovaire, c'est ce qui va donner le futur fruit. Et l'ovule, c'est ce qui va donner les futures graines. À côté de ça, ben, ces fameux ovaires, de temps en temps, soit ils peuvent être libres entre eux, soit ils peuvent être fusionnés entre eux. Alors, pour faciliter un petit peu le langage, ben, l'ensemble pistil, ovaire, ovule, on va appeler ça un carpel. Et ici, on parlait de la tulipe tantôt. Ben, vous avez en photo une coupe dans un pistil de tulipe. Et qu'est-ce qu'on peut voir? Bon, on peut voir qu'à la base, il y avait 3 gynécées, donc 3 carpels, et que ceux-ci ont été fusionnés. Donc ça, ce sont des critères, en fait, au début de l'évolution des plantes, ben, on avait toutes des parties qui étaient libres entre elles. On voit ça beaucoup chez les plantes dites archaïques. C'est le cas du magnolia, par exemple, où il y a plein d'étamines libres, il y a plein de carpels libres, il y a plein de pétales libres. Et au fur et à mesure de l'évolution, les pièces vont avoir tendance à se fusionner. Et donc, on peut avoir une fusion des carpels, mais on peut également avoir une fusion des sépales, des pétales, des étamines et de toutes les pièces qui ont été citées par après. Les orchidées, par exemple, ce sont des plantes qui sont plutôt évoluées de par la fusion qu'il y a de toutes leurs pièces florales. Une notion importante aussi, ça va être la loge. Et donc, la loge, c'est l'espace dans lequel va pouvoir grandir les ovules. Alors, on voit ici des petits schémas, mais parfois les carpels sont libres entre eux et donc les loges sont séparées les unes des autres. Parfois, les carpels sont fusionnés entre eux, mais les loges restent différenciées. Et parfois, tout est fusionné et donc on n'a plus qu'un seul espace dans lequel vont grandir tous ces ovules. La position de l'ovaire par rapport au réceptacle, parfois, est un indice important à prendre en compte. Alors, vous avez la position super, ça c'est tout simplement quand vous avez l'ovaire qui est déposé sur le réceptacle. Au cours de l'évolution, pareil, on tend vers la fusion des appareils reproducteurs et donc le réceptacle va commencer à venir englober l'ovaire et va former d'abord ce qu'on appelle un ovaire semi-infère. Donc, c'est ce qu'on voit au milieu, avec une partie qui est fusionnée avec le réceptacle et une partie qui ne l'est pas.
Et puis tout à la fin, ben, on a tout qui est fusionné. Et ça, c'est ce qu'on appelle un ovaire infère, parce que l'ovaire est en dessous du réceptacle. Les ovaires supers, c'est par exemple les cerises, qui sont dans ce cas particulier, avec le réceptacle qui commence à l'englober, mais qui ne fusionne pas avec. Et vous avez les pommes, qui sont des ovaires infères. La particularité des ovaires infères, c'est que ça donne ce qu'on appelle des faux fruits. Parce que le vrai fruit, c'est le développement uniquement de l'ovaire. Le faux fruit, c'est en partie un développement du réceptacle. Et donc voilà, sachez que quand vous mangez une pomme, ben, vous mangez un faux fruit. Ils sont d'ailleurs souvent caractérisés par la présence d'une mouche, et c'est ce qu'il y a sur la pomme. Une autre structure intéressante à prendre en compte dans certaines familles, ça va être ce qu'on appelle l'inflorescence. L'inflorescence, c'est la manière dont vont s'insérer les fleurs sur la tige. Il y en a des très connus. Il y a par exemple l'ombelle qui va donner le nom de la famille des ombellifères, qui est donc la structure qu'on voit ici, avec toutes les tiges florales qui partent ici d'un même point et qui arrivent au même niveau. Vous avez les grappes, comme dans la grappe de raisin, et vous avez les capitules qui sont aussi typiques des astéracées, donc de la famille des composés. Et donc, il y a comme ça parfois certaines inflorescences super importantes à retenir parce que ça va nous permettre facilement d'identifier une famille en particulier. Alors, quand on arrive à identifier ne fût-ce que la famille d'une plante, on a déjà fait beaucoup de travail, mine de rien, et ça nous fait économiser beaucoup de temps et parfois beaucoup d'erreurs. Donc voilà ici, si on prend l'ombelle, l'ombelle, ben, elle est vraiment typique de la famille des apiacées, donc on appelait avant les ombellifères. Ça va être la famille de la carotte, du cerfeuil, de l'anis, pas de l'anis, pardon, de l'aneth, du fenouil. Tout ça, ça fait partie de la même famille et c'est la famille des ombellifères. Alors, je ne connais pas une apiacée qui n'a pas d'ombelle. Et je connais vraiment pas beaucoup, voire là, pas du tout. Si j'en connais, je les ai oubliés. Des plantes qui ont une ombelle et qui font pas partie de la famille des apiacées. Donc, c'est vraiment un critère vraiment super important à retenir. La deuxième inflorescence vraiment très typique, ça va être l'inflorescence dite en capitule. Donc, c'est ce qu'on voit ici. Le capitule, c'est que vous allez avoir le réceptacle qui va s'allonger. Alors, parfois, il va être plus ou moins bombé. Et toutes les fleurs vont venir se poser directement sur le réceptacle. Et ça, c'est typique de la famille des astéracées, qui est donc la famille des pissenlits, qu'on verra un petit peu plus en détail tantôt, mais également la famille des dipsacacées, qui est donc la famille de la cardère qu'on voit ici en photo. Et alors, une dernière que je vais citer ici, c'est la cime scorpioïde, parce que son nom est assez marrant, c'est difficile à caser dans un repas de famille, mais elle est quand même super efficace. C'est cette espèce d'enroulement ici, on voit de la fleur avec les jeunes fleurs qui sont ici tout au bout. Ben, cette cime scorpioïde, c'est assez typique de la famille des Borraginacées, qui est la famille des myosotis, de la consoude, de la pulmonaire ou encore de la bourrache. Donc, quand vous repérez déjà ces trois types d'inflorescence, vous avez déjà de grandes chances d'identifier la famille très facilement. Maintenant qu'on a tout ça en tête, on va rentrer dans quelques familles qu'on va rencontrer vraiment super souvent dans nos pelouses. Alors, on commence avec la famille des renonculacées, parce que c'est la famille qui est quand même la plus polymorphe, on va dire, donc qui a le plus de variétés morphologiques au cours de ces espèces. Et c'est aussi l'une des, ce qu'on appelle les dicotylédones les plus anciennes, qui a en tout cas des traits archaïques dans sa conception. Et donc, on peut voir, on va de l'aconite qui est ici à gauche vers l'éphicaire, et ça n'a pas du tout la même forme. Du coup, quand on les voit comme ça, on peut se dire, bah, c'est quand même assez compliqué de se dire que ça fait partie de la même famille, mais on verra qu'il y a quand même des traits communs qui nous permettent de les identifier en tant que tels. Donc, la famille des renonculacées, ben, c'est la famille des boutons d'or, des ficaires, des aconites, des clématites, donc cette plante qui se balade, qu'on peut utiliser comme plante grimpante, et les anémones qu'on a vu fleurir il n'y a pas très longtemps dans les bois. Donc, les caractéristiques par rapport aux fleurs de renonculacées, c'est que déjà, ce sont des fleurs hermaphrodites. Ça veut dire que sur la fleur, on va avoir à la fois des pièces mâles, donc les étamines, et des pièces femelles, donc les fameux carpels.
Ça va parfois avoir des caractères ancestraux. Les caractères ancestraux, ça veut dire des fleurs qui vont être trimères. Donc, ça veut dire que le nombre de pièces florales présentes va être un multiple de 3. C'est pas toujours le cas, mais par exemple, chez la ficère, ça se voit. Et ici, chez l'anémone qui est en photo, bon, on voit qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 pièces florales. Et ça, c'est pas très courant pour des dicotylédones. Généralement, ces plantes-là ont des pièces florales qui vont soit par 4, soit par 5. Donc, les avoir en multiple de 3, c'est un signe que c'est une plante qui est relativement archaïque et c'est quelque chose d'assez caractéristique des renonculacées. Parfois, on n'a pas de pétales et de sépales, mais on a des tépales. À nouveau, c'est un caractère qui est plutôt archaïque. Et on va avoir de très nombreux éléments qui sont libres entre eux. Ça aussi, c'est important de retenir que les éléments sont à la fois nombreux et à la fois libres entre eux. On a aussi des feuilles qui sont souvent découpées, mais attention, parce qu'on a quand même une grande morphologie possible, même au niveau des feuilles. Donc, ce n'est pas tout le temps un critère clé. Dans les renonculacées qu'on va rencontrer dans nos pelouses, on va avoir la ficère, qui est assez printanière, qui arrive assez tôt. Donc la ficère, elle est caractérisée par cette petite feuille en forme de cœur. Elle a aussi des pétales qui vont être présents en nombre variable. Donc tantôt, ça va être 6 pétales, tantôt, ça va être 11 pétales. Donc il n'y a pas vraiment une règle stricte. Par contre, on a souvent cette espèce de disque qui est présent ici au centre. Et alors, à nouveau, on a beaucoup d'étamines et on a beaucoup de carpelles qu'on voit ici qui sont libres entre eux. Un autre petit indice pour la reconnaître, c'est que si on la déracine, ben on va voir qu'elle a des racines qui sont tubérisées, donc ça va former ces mini tubercules là en place. Si on va un petit peu plus loin dans l'année, on va commencer à voir les fameux boutons d'or qu'on appelle quotidiennement. Alors, bouton d'or, c'est pratique parce que c'est un nom qui est qui est un petit peu connu de tous. Moi, j'aime bien le nom renoncule parce que ça rappelle le nom de famille qui est les renonculacées. Donc, ça indique déjà dans quel groupe on se tient. Et en soi, les racines latines sont parfois un petit peu plus intéressantes. Dans les renoncules, il y a beaucoup d'espèces, bien sûr, mais dans les pelouses traditionnelles, on va surtout en retrouver 3 seulement. Donc ça va, ça nous facilite un petit peu la tâche. Pour ces 3 renoncules, on va à chaque fois avoir des sépales qui sont présents de 3 à 5. Donc on les voit, les sépales qui sont présents en nombre de 5, donc on les voit ici, 1, 2, 3, 4, 5. Et on va avoir 5 pétales, systématiquement. Les feuilles vont être assez découpées. Alors chez la renoncule âcre, la feuille globale va avoir une forme relativement ronde, c'est ce qu'on voit ici, mais elle est quand même bien découpée avec 3 à 5 lobes. Donc les lobes, c'est les parties qu'on voit ici. Et enfin, pour pouvoir les différencier des autres, ici, les sépales sont collés aux pétales. Ça, c'est ce qui nous permet de dire que c'est la renoncule âcre. À ne pas confondre avec la renoncule qui est rampante. Alors, comment est-ce qu'on fait pour différencier les deux? Ben, déjà, la renoncule rampante va avoir un petit peu plus tendance à ramper. La renoncule âcre va être quand même globalement plus dressée. Et en plus, les feuilles ici, on voit qu'elles sont un petit peu plus pyramidales, contrairement à la renoncule âcre qui a des feuilles un peu plus rondes. Par contre, on conserve ces feuilles qui sont quand même très, très découpées. Et la troisième espèce, on voit à nouveau qu'on a des feuilles un petit peu triangulaires qui font penser à la renoncule rampante, mais elle a 2 particularités que les 2 autres n'ont pas. La première, ça va être la présence d'un bulbe à la base de la plante, c'est ce qu'on voit sur la photo. Et la deuxième, c'est que avec la croissance de la plante, ben, vous allez avoir les sépales, donc les pièces vertes, qui vont se retrouver collées à la tige plutôt que collées aux pétales. Donc voilà, ça c'est ce qui permet d'identifier ces 4 espèces principales dans la famille des renonculacées. Il y a parfois des confusions possibles. Alors, ça peut arriver qu'on la confonde avec la kélidoine, qui est la fameuse herbe à verrues. Alors, comment est-ce qu'on fait pour les différencier? Ben, l'herbe à verrues n'a que 4 pétales et en plus de ça, elle a du latex orange qui est assez caractéristique. Elle a également des fruits qui sont des cyliques, ce que n'a pas les renoncules. On peut éventuellement aussi les confondre avec les millepertuis, mais il faut vraiment y aller pour les confondre. Généralement, dans les millepertuis, c'est le millepertuis perforé qu'on va voir. Donc, on a ces espèces de glandes qui donnent cet aspect perforé dans les feuilles.
Et en plus de ça, on a un gynécée qui est composé de 3 parties et pas d'une multitude comme chez les renoncules. La preuve que parfois on peut trouver des gens qui se trompent, c'est ici, vous avez une pub pour je ne sais pas quelle substance active où ils mettent que c'est du Chelidonium majus alors que ben, c'est totalement une ficaire qui est présente sur la photo. Donc déjà quand on voit ça, ça ne donne pas trop envie d'acheter. Mais donc méfiez-vous, des erreurs, ça peut aussi arriver. Alors pour la petite information, pour ceux qui sont fans d'Harry Potter, il y a une scène dans le premier Harry Potter où le professeur Rogue demande à Potter, savez-vous quelle est la différence entre le napel et le tulle? Et Harry Potter répond, je ne sais pas, monsieur, mais je pense qu'Hermione le sait. Et il lui répond, il s'agit de la même plante que l'on connaît aussi sous le nom d'aconite. Alors, est-ce qu'il a raison? Ah, oui et non, oui et non. C'est de l'aconite, c'est vrai, mais par contre, c'est pas la même plante. Parce que l'anapel, c'est l'Aconitum napellus, tandis que l'aconitulu, c'est l'Aconitum lycoptonum. Et on voit ici sur l'image que ce sont deux plantes qui sont quand même bien différentes, même si elles appartiennent au même genre aconite et qu'elles sont toutes les deux extrêmement dangereuses à cause de leur toxine. Une autre famille qui est assez courante dans nos jardins et que je suis sûr et certain tout le monde connaît, c'est la famille des Fabacées, qu'on appelait anciennement les Papilionacées ou les légumineuses. Cette famille-là, déjà, elle va être caractérisée par une symétrie bilatérale. Ça veut dire qu'on va avoir un côté gauche, un côté droit à la feuille, ce que n'avait pas la famille des Renonculacées, qui avait plutôt une symétrie radiaire, donc plutôt une symétrie en croix. On va toujours avoir 5 sépales, parfois fusionnés, parfois non. On va toujours avoir 5 pétales, dont 2 seulement sont fusionnés. C'est ce qu'on voit ici sur l'image. Donc, on a un pétale, 2 pétales, 3 pétales, et ici, on a 4 et 5 qui sont fusionnés en ce qu'on appelle un carène. C'est généralement dans le carène que va se loger l'épistil, enfin le pistil, pardon, et les étamines. En parlant des étamines, chose d'assez caractéristique dans cette famille, c'est que si on les observe, généralement, il y en a 10. Alors, soit elles sont entièrement soudées, soit il y en a 9 qui sont soudées et il y en a une qui ne l'est pas. C'est ce qu'on voit ici sur l'image. On a un tube formé de 9 étamines et on en a une dixième qui est un petit peu à part des autres. Et enfin, le fruit est assez typique, c'est ce qu'on appelle une gousse. Donc, c'est un ovaire qui va être super, avec un carpel, une loge et plein d'ovules dans la loge. C'est typiquement la gousse de petits pois que vous ouvrez afin d'écosser les petits pois. C'est exactement ça. Et donc, cette morphologie, tantôt elle va être grande, tantôt elle va être petite, mais elle est vraiment très caractéristique de ce groupe au sein de la famille des Fabacées. Pour l'information, les mimosas, ça fait aussi partie de la grande famille des Fabacées, mais ça a une morphologie différente parce que ça ne fait pas partie de la même sous-famille botanique. Dans les Fabacées qu'on va souvent rencontrer dans nos pelouses, ben, on a le petit trèfle blanc, qui s'appelle en fait le trèfle rampant. On a le trèfle rose qui s'appelle le trèfle des champs. On a le trèfle jaune qui, lui, peut s'appeler trèfle jaune, mais son vrai nom, c'est trèfle douteux. On a les vesses, avec la vesse commune et la vesse des. Le petit trèfle blanc, bah, il y a les feuilles trifoliées, d'où le nom trèfle, ça veut dire 3 feuilles. Mais en fait, c'est une feuille composée de 3 folioles, donc on voit très bien ici sur l'image. Et on a ces petites fleurs qui sont blanches. C'est une plante qui est relativement basse aussi, surtout par rapport au trèfle des prés qui va à tendance à être beaucoup plus haut, mais avec des feuilles qui sont roses cette fois-ci, mais on conserve toujours les 3 feuilles. Et enfin, le trèfle jaune, plante assez petite, assez rampante même, avec une inflorescence qui est vraiment toute petite, mais par contre qui est bien jaune. Alors, il y a plusieurs espèces à chaque fois de trèfle. Ça, c'est vraiment les espèces les plus communes qu'on va rencontrer. Et si vous voyez ça dans votre pelouse, il y a de très grandes chances pour que ce soit ça, mais c'est pas impossible que ce soit autre chose. À côté des trèfles, on a aussi les vesses, avec 2 espèces qu'on va le plus souvent rencontrer. C'est la vesse commune, qui a cet aspect un petit peu plus rosé, comme ça, rosé, qui tend un peu vers le fuchsia. Il y a la présence d'une vrille qui n'est pas présente chez les trèfles. Et surtout, on n'a plus les 3 fameux folioles, mais on a ce qu'on appelle une feuille pénatisséquée. Donc, ça va former une espèce de petite échelle comme ça, qui remonte. Ça, c'est vraiment assez typique des vesses. Et on a la vesse des haies, où il y a plus de fleurs qui vont être présentes, pardon, au niveau de l'insertion des feuilles. Et généralement, euh, comment?
les folioles ont tendance à être un petit peu différentes aussi. Quand on les voit l'une à côté de l'autre, ça paraît plus évident. Si on en rencontre une toute seule dans la nature, franchement, c'est pas toujours si évident que ça de pouvoir les départager. Dans les autres fabacées qu'on va rencontrer assez souvent, mais peut-être un petit peu moins dans les pelouses, on a les mélillots. J'en parle parce que ce sont quand même des plantes qui sont assez connues dans la connaissance collective, on va dire. Vous avez le mélilot officinal qui est blanc, donc ça peut quand même être des grandes plantes. Pareil pour le mélilot blanc, il peut être assez lent. Ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau, hein. C'est juste qu'il y en a un qui est blanc, l'autre qui est jaune, et le blanc a des fleurs un petit peu plus petites. On a les luzernes cultivées qui étaient avant très très employées et qui maintenant commencent à le redevenir. On a les gesses, les pois de senteur. Si vous avez déjà entendu ce terme de pois de senteur, mais ça fait partie des gesses qui sont vraiment caractérisées par des feuilles qui sont très différentes. Même la tige, enfin c'est une tige un peu feuille comme ça, une morphologie assez spéciale. Et les fleurs ont quand même une taille assez importante. Et alors la dernière que je cite, c'est le sainfoin. On peut voir ici que son inflorescence est triangulaire comme ça, vraiment assez caractéristique. Et on a des feuilles qui font penser réellement aux vesses par rapport aux autres genres dans cette famille. Sainfoin, pareil, c'était une plante qui était très utilisée avant. On commence à le retrouver dans les mélanges mellifères, donc ça c'est chouette. C'est une plante très très intéressante pour tout plein de pollinisateurs. Et alors, si vous avez déjà vu du robinier faux acacia, donc ce grand arbre blanc avec les fleurs blanches, eh ben, le robinier, ça fait partie de la famille des fabacées. La famille suivante, qui est assez connue, c'est la famille des brassicacées, qu'on appelait avant les crucifères. Les crucifères, c'est la famille des choux. Tout ce qui est chou de Bruxelles, chou-fleur, tout ce qui est chou quelque chose, ça va être dans la famille des brassicacées. C'est également la famille de la moutarde, du réfort, et voilà, de la monnaie du pape, pour ceux qui connaissent, c'est aussi une plante qui est quand même pas mal connue. Donc, il y a énormément d'espèces dans cette famille. Elle est super facile à identifier. Pourquoi est-ce qu'on l'appelait crucifère? C'est parce qu'elle avait vraiment cette morphologie en croix. Donc, on a une symétrie qui est dite tétramère. Tous les éléments vont aller par quatre. On a quatre sépales vraiment en croix. C'est ce qu'on voit ici sur la photo du bas. Et on va avoir quatre pétales qui sont eux aussi bien en croix. Particularité au niveau des étamines, c'est que souvent on a 6 étamines, mais on en a 4 grandes et 2 qui sont un peu plus petites. C'est ce qu'on voit ici sur la photo en haut à droite. Donc on a 4 grandes ici avec le pistil qui est au milieu et on en a 2 petites. Le fruit est également assez caractéristique, c'est ce qu'on appelle une silique ou une silicule. Silique, c'est quand c'est long et allongé. Silicule, c'est quand ça prend plus en largeur. Ici, vous avez la carte d'Amén-Hirsute avec de longues silicules, de longues siliques, pardon, bien représentatives. Et là, vous avez la capsule Bursa pastoris, la capsule Bursa pasteur, qui est aussi assez caractéristique. Dans les pelouses, ce qu'on va rencontrer souvent, c'est l'alière. Alors, ne vous faites pas avoir par son nom ni par son odeur. C'est pas parce que ça s'appelle alière et que ça sent l'ail que c'est la même famille que l'ail. L'ail, ça va faire partie de la famille des Alliacées. Parfois, on pense que la botanique, c'est compliqué, mais on reprend juste le nom de la plante, on met assez au bout et c'est parti. Mais donc ça, c'est pas la famille des Alliacées, c'est la famille des Brassicacées, on est bien dedans. Donc, caractéristique avec les fleurs blanches, des feuilles qui vont un petit peu ressembler à des feuilles d'ortie, mais qui piquent pas. Et alors, on a vraiment cette odeur d'ail qui est très, très marquée, très, très présente. C'est une plante qui est comestible. À côté de ça, on a la petite cardamine hirsute, caractérisée par sa rosette basilière. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de feuilles qui vont être présentes à la base de la plante et qui va former des espèces de mini-spatules comme ça. Et surtout, ben, on a les siliques allongés et les petites fleurs blanches qui sont quand même très, très courantes et très caractéristiques. Pour rester dans les cardamines, un peu moins courante, même si j'ai l'impression qu'on la voit de plus en plus, c'est la cardamine des prés, très caractéristique parce que souvent on va la retrouver soit dans les pelouses, soit dans les prés justement, avec ces magnifiques petits pétales rosés comme ça. Elle est vraiment extrêmement jolie et elle est quand même beaucoup plus haute que la cardamine. On a la moutarde, ou plutôt je devrais dire les moutardes parce qu'il y a plusieurs espèces en Belgique. Mais les moutardes, globalement, on a à nouveau une rosette basilière avec ses feuilles découpées assez caractéristiques. Et généralement, il y a les fleurs jaunes qui sont très, très bien marquées. Le colza,
souvent on parle du colza, mais ça fait partie du même genre, hein, c'est les Brassica nigra, Brassica oleracea. Et donc les plantes se ressemblent très très fortement. Et enfin, j'en ai parlé tantôt, vous avez la capsule Bursa Pasteur, qui est caractérisée plutôt par les silicules ici, qui ont une espèce de forme de cœur. Alors après, ça s'appelle Bursa Pasteur. Si on retourne le cœur, je vous laisse deviner à quoi ça ressemble, hein. À nouveau, on peut éventuellement les confondre avec soit les chélidoines qui font partie des papaveracées et le millepertuis. Après, à nouveau, dans la chélidoine, on a cette présence de latex qui est présente. Et en plus, chez la chélidoine et chez les chez les hypericacées, on a beaucoup, beaucoup d'étamines, alors que chez les brassicacées, on n'en a que 6. Donc, normalement, on ne les confond pas trop. Euh, Autre famille assez connue, j'avance vite hein, parce que mine de rien, il y a beaucoup, il y a beaucoup de choses à voir et le temps avance tout doucement. Autre famille assez connue, vous connaissez plein de plantes dans cette famille, c'est la famille des astéracées qu'on appelait avant les composés. Donc les composés, bah, c'est les pâquerettes, les pissenlits. Je pense que ce sont les deux plus grands représentants de cette famille, en tout cas dans la conscience collective. Mais il y a aussi le souci, par exemple, qui fait partie des composés. L'estragon fait partie des composés. Les salades que vous mangez à midi avec votre steak, ça fait partie des composés également. Donc, c'est quand même une famille qui est très répandue et qui est très, très large. Je l'ai dit tantôt, mais la caractéristique de cette famille-là, ça va être la présence du capitule, qui est ce réceptacle, soit complètement plat, soit un peu bombé, sur lequel les fleurs vont venir se mettre. Et donc, quand on prend une fleur de pâquerette et qu'on fait «Oh, je t'aime un peu, beaucoup, à la folie», ben, en fait, c'est pas une fleur qu'on a en main, c'est un ensemble de fleurs. Ce qu'on arrache, qu'on appelle généralement les pétales, ce ne sont pas des pétales, ce sont des ligules, parce qu'il y a dans ce capitule, à l'extérieur, des fleurs qui sont ligulées, et à l'intérieur, ce sont des fleurs dites tubulées, parce que la fleur va former un petit tube. Alors, parfois, on peut avoir dans les astéracées des fleurs qui sont entièrement ligulées, donc un capitule composé de fleurs entièrement ligulées. Et de temps en temps, on peut avoir des capicules composés uniquement de fleurs tubulées. Les deux cas de figure, enfin plutôt les trois cas de figure, sont possibles et arrivent. Particularité de cette famille par rapport aux autres qu'on a vus, c'est que l'ovaire n'est pas super, donc l'ovaire n'est pas déposé sur le réceptacle, mais l'ovaire, il va être infère, l'ovaire va être en dessous. Alors parfois on a présence d'un latex. Si vous avez déjà coupé une feuille de salade qui est un petit peu vieille, ben, quand on la casse, on a un truc blanc qui coule de la feuille. Ah ben, ça c'est du latex, donc on le voit pas chez tant de familles que ça. On va beaucoup les rencontrer chez les papaveracées, donc la famille du coquelicot et de la chélidoine, chez les euphorbiacées, la famille des euphorbes, et chez les astéracées, donc la famille des composés. Le fruit, c'est aussi un truc assez particulier. C'est un akène qui est souvent surmonté d'un papus. Alors, le papus, j'aime bien ce mot, il me fait rire. Le papus, c'est l'espèce de petite touffe blanche qui surmonte la graine. Et quand on a un pissenlit, qu'on fait comme ça, et si on a des filles, on les vise. Hein. Eh ben ça, c'est ce qu'on appelle un papus. Et donc, le but de ce papus, ben, c'est d'être disséminé par le vent ou par les grands dadais comme moi qui prennent les fruits et qui soufflent dessus. Dans nos pelouses, je vous ai pas parlé du pissenlit parce qu'il est tellement connu que je pense que ça vaut pas la peine de s'y attarder. Sachez quand même qu'un pissenlit peut en cacher un autre parce qu'en fait, des pissenlits, il y a plein d'espèces différentes et pour arriver à les différencier, c'est vraiment quelque chose de pas simple. À la place, je vous ai mis une autre plante super intéressante, c'est la porcelle enracinée qui ressemble quand même assez fort au pissenlit. Seulement, on peut voir que les ligules, donc les fameux pétales, on va dire, sont beaucoup plus rectangulaires que le pissenlit. Et chez le pissenlit, on a généralement une tige avec la fleur au bout. Ben, chez les porcelles enracinées, cette tige-là peut se ramifier pour donner plusieurs fleurs, pardon. Ça, on n'a pas ça chez le pissenlit. C'est une plante super intéressante pour certains pollinisateurs, dont certaines abeilles qui sont protégées. Mais malheureusement, on n'a pas trop le temps d'en parler aujourd'hui. On a également les pâquerettes qui sont extrêmement connues. Alors, pâquerettes, c'est pas parce qu'elles viennent à la période de Pâques,
Ça vient de pasquier, et pasquier, ça veut dire le pré, le champ. Et donc, c'est pour dire que ce sont des plantes de champ, de pré, et pas des plantes qui arrivent à part. Comme ça, vous saurez la petite anecdote. Donc, typique avec cette rosette basilière et cette feuille un petit peu à forme ovoïde comme ça. Et on a les fleurs ligulées qui vont du blanc au rose en fonction des variétés, en fonction des croisements. Et parfois, ben, comme ici représenté sur la photo, on a d'abord du blanc et ensuite du rose. Donc vraiment très, 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 très connu. À ne pas confondre avec la marguerite, qui est beaucoup plus grande, euh, qui a des feuilles caulinaires. Ça veut dire que vous voyez ici la pâquerette, tout le long de la tige qui porte la fleur, elle va pas avoir de feuilles dessus. Ben, quand on a des feuilles qui apparaissent là, on appelle ça des feuilles caulinaires. Et donc, c'est ce qu'on voit ici. Et on voit même que les feuilles caulinaires n'ont pas de pétiole. Donc, il n'y a pas une tige et puis la feuille. On voit directement que la feuille est complètement mise sur la tige. Et bah, globalement, en soi, ça ressemble à une très grande pâquerette sans le côté un petit peu rosé. Mais donc, c'est une plante qui peut être assez grande. Et donc, ne confondez pas grande marguerite et petite pâquerette. Dans les plantes très connues, il y a les centaurées. Alors, dans les centaurées, il y en a deux. Il y a les centaurées jacées et ce qu'on appelle généralement les bleuets, qui est en latin Centaurea cyanus. La différence entre les deux, ben, ça va être d'une part la couleur. On voit que la Centaurée jacée, elle est quand même globalement plus rose, tandis que Centaurea cyanus ben, est blanc, couleur cyan. La découpe des ligules est aussi différente. Ici, on voit que ça forme une espèce de petit doigt comme ça, tandis que chez Centaurea jacea, on voit que c'est quand même beaucoup plus marqué, beaucoup plus découpé. Mais donc, ça aussi, si vous mettez des prairies fleuries, ce sont globalement des plantes qui sont extrêmement présentes. Alors, si vous avez déjà vu des fleurs d'artichaut, ben, globalement, ça fait un petit peu penser à ça. Et la raison est toute simple, c'est parce que les artichauts, ça fait aussi partie de la famille des astéracées. Alors, ça peut arriver qu'en fonction des guides que vous utilisez, pour les centaurées, vous n'allez pas voir astéracées, mais vous allez voir centauréacées. On s'en fout. Hein. Globalement, c'est la même chose. C'est juste qu'en fonction des taxonomies, en fonction des critères utilisés, parfois les familles sont divisées en sous-familles ou aux caisses. Donc voilà, globalement, on peut dire que ça fait partie des astéracées au sens large. Dans les autres plantes très connues qu'on rencontre assez souvent, on a la tanésie. Celle-là, la tanésie, beaucoup de gens la connaissent de nom, mais ne savent pas trop à quoi elle ressemble. C'est une plante très odorante. Alors moi, j'aime bien l'odeur, mais beaucoup de gens me disent que leur odeur, eux, ils aiment pas trop. Il y a des feuilles qui sont un petit peu triangulaires. On voit ici qu'ils sont très découpées, qui font un petit peu penser à une fougère. Je suis également animateur sur stand et ça m'arrive souvent quand je monte la feuille de Tanésie, les gens me disent ah bah oui ça je connais c'est une fougère. Donc voilà ça y ressemble un tout petit peu. Et alors tantôt on parlait de fleurs uniquement tubulées, ben là ici à nouveau c'est pas une fleur c'est un ensemble de plein de petites fleurs et ce sont des fleurs qui sont uniquement tubulées. Dans les autres plantes très connues, mais très répandues, malheureusement, on a la vergerette avec la vergerette du Canada, qui est une plante invasive. Je la montre quand même parce qu'elle est tellement répandue qu'il y a de très très grandes chances que vous allez la croiser. Donc là, on peut avoir une plante qui est quand même assez grande avec des feuilles linéaires qui font un petit peu penser à l'estragon. Euh, et du coup, on a aussi énormément oups, pardon. On a énormément de fleurs qui vont ensuite donner énormément de graines et donc énormément de pappus, et donc qui vont se disperser très très facilement et très rapidement dans les prairies. L'aquil des millefeuilles fait également partie des astéracées. Alors là, il faut pas se faire avoir. Parce que quand on regarde la plante, à première vue, on pourrait se dire, ben non, ça c'est pas une astéracée, on voit très bien que c'est une ombelle, et du coup, c'est une ombellifère. Ben, en fait, non, c'est pas une ombelle, ce sont toutes des mini-capitules qui sont organisées non pas en ombelles, mais en corymbes. Donc, on voit que toutes les tiges ne partent pas du même endroit. Par contre, elles arrivent à la même hauteur. Ça, c'est assez typique des corymbes. Et si on zoome sur cette fameuse inflorescence, bon, on voit ici que ce sont à chaque fois des mini-capitules, et donc à chaque fois des mini-fleurs qui sont présentes. Alors, l'aquilée millefeuille, elle tient son nom de ces feuilles qui sont très, 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 très découpées, à tel point qu'on dirait qu'il y en a mille. Dans les autres plantes connues, bon, on a la camomille sauvage.
qu'on va reconnaître très facilement parce que le capitule et donc l'inflorescence va être très bondée. Et au fur et à mesure de la croissance, vous allez avoir les pétales qui vont se recroqueviller, enfin plutôt qui vont se laisser tomber et qui vont être en opposition par rapport au réceptacle, avec à nouveau une feuille qui est extrêmement découpée. Et enfin, la dernière que je vais présenter dans la famille des astéracées, parce qu'elle est un petit peu trompeuse aussi, c'est le galinsoga. Euh, il faut pas la confondre avec des fleurs de la famille des rosacées, parce que si on ne sait pas que ça, c'est un capitule et donc que ça, c'est une inflorescence, on pourrait croire ici qu'on a tout plein de pistils avec seulement 5 pétales qui sont bien écartés, et ça pourrait ressembler à quelque chose de la famille des rosacées. Donc la famille des roses, des cerisiers, des pruniers, tout ça. Et donc à nouveau, si on zoome dessus, on voit bien que c'est un capitule, mais un capitule un peu particulier. Et une fois qu'on le sait, cette plante-là, bon, on se trompe plus jamais, il faut juste retenir son nom, Galinsoga. La dernière famille qu'on va voir aujourd'hui, ça va être la famille des Lamiacées, parce que c'est quand même une famille qui est assez importante, mine de rien. Avant, on l'appelait la famille des labiers, et c'est à nouveau une plante qui vous est probablement très familière, parce que c'est la famille des thym, de l'origan, euh, du romarin. Voilà, tout ça, ce sont toutes des familles de l'amiacée et donc de la sauge également, qui est ici en photo. Il y a de très fortes chances pour que vous connaissiez une ou l'autre plante de cette famille. Tout comme on avait vu chez les fabacées, elle a une symétrie bilatérale, donc une symétrie gauche-droite. Elle a des feuilles qui sont opposées d'écussées. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, cette affaire-là? Opposé d'écussé, ça veut dire que les feuilles, quand vous les prenez sur un même niveau, elles sont l'une en face des autres. Ça, c'est opposé. Et au niveau du dessus, elles sont toujours opposées, mais par contre, elles sont perpendiculaires aux deux autres. Et donc, opposé d'écussé, ça veut dire qu'à chaque rang, vous avez les feuilles qui sont insérées de manière perpendiculaire. Et les feuilles sont insérées de manière perpendiculaire sur une tige qui est généralement carrée. Ça aussi, c'est assez caractéristique. Quand vous prenez une plante et que vous sentez la tige et que la tige est carrée, il y a de très fortes chances pour que ce soit une plante de la famille des Lamiaceae. Les 5 sépales sont soudés. Vous avez également une corolle à 5 pétales qui sont soudés. Alors, soit ça va être des pétales qui vont présenter une lèvre ou bien 2 lèvres. Une lèvre, c'est par exemple le cas ici du lierre terrestre, où on voit qu'il y a seulement une lèvre qui est présente en bas. Et parfois, il y a une deuxième lèvre qui va former un casque qui est présente également. Souvent, il y a 4 étamines, et tout comme on avait chez les brassicacées avec 4 longues étamines et 2 qui sont plus courtes, ben ici, on a 2 étamines qui sont grandes et 2 étamines qui sont un peu plus courtes. Le pistil est également assez caractéristique, parce que le pistil, on va avoir un style et 2 stigmates, ce qui va donner cet aspect de langue de serpent qu'on voit bien ici et qu'on voit également bien chez la sauge. Et au niveau des graines de l'ovule, on va avoir 2 carpelles de loge, 2 ovules par loge, ce qui va former ce qu'on appelle un tétrachène. Donc, quand vous avez une lamiacée à maturité, que vous retirez le restant des fleurs, si vous regardez par-dessus, ben, vous allez voir 4 boules avec au milieu encore l'ancienne insertion du style. Ça, c'est aussi assez typique de cette famille-là. En plus du reste, il y a d'autres plantes qui ont des tétrachènes, mais si on met le tétrachène plus les corolles soudées avec les 2 lèvres, plus la symétrie bilatérale, plus le style stigmate bifide, ben, tout ça fait que c'est quasiment certain qu'on a une lamiacée. Dans les lamiacées très connues, ben, on a les lamiers, c'est de là vient le nom de la famille. Alors, on a le lamier pourpre, qu'on appelle comme ça parce qu'il est pourpre. Comme ça va, c'est assez facile. Euh, Il est quand même assez caractéristique. Donc maintenant que vous avez vu la photo, voilà, on peut avoir des feuilles vertes. Tantôt, les feuilles vont tirer un petit peu plus vers le pourpre comme au-dessus. Ça peut changer d'une plante à l'autre. Ça peut être tantôt plus foncé, tantôt plus clair. Mais on a toujours ces fleurs qui sont bien présentes avec le casque, avec les étamines qu'on voit ici, avec les sépales qui sont soudés et la corolle qui est soudée. À côté de ça, plus grand généralement que le lamier pourpre, on a le lamier blanc. Alors ça, dans le langage commun, c'est ce qu'on appelle une ortie blanche. Maintenant que vous savez que c'est un lamier et non pas une ortie, ben, n'appelez plus ça une ortie, mais appelez ça un lamier. Parce que les orties, ça, à nouveau, ça fait partie d'une autre famille, c'est la famille des urticacées. Et donc, c'est pas du tout la même catégorie taxonomique.
Donc ça, c'est pas une ortie, c'est un lamier. Et donc non, ça ne pique pas. Vous avez le lamier jaune qui s'appelle comme ça parce qu'il est jaune. Donc ça, à nouveau, ça va, ça, c'est facile, hein. On a le pourpre qui est pourpre, le blanc qui est blanc, le jaune qui est jaune. Ça va, c'est pas trop compliqué. À nouveau, la botanique, c'est pas toujours si difficile que ça. Alors, le lamier jaune, parfois, il est caractérisé aussi au niveau de ses feuilles, où on va voir des feuilles qui sont un peu marbrées. C'est très, très marqué chez certaines variétés horticoles parce qu'il est utilisé aussi en horticulture. Mais même à l'état sauvage, on peut parfois retrouver sa marbrure blanche dans les feuilles. On peut le retrouver dans les pelouses. On le rencontre aussi souvent à l'orée des bois. Toujours dans les pelouses, on a le lierre terrestre qui n'a rien à voir avec le lierre grimpant. Le lierre grimpant, c'est cette fameuse plante qui va grimper sur les murs ou sur les arbres. C'est pas du tout la même famille que ce fameux lierre terrestre. Le lierre terrestre, ici, il a à nouveau une petite feuille un petit peu en cœur, comme ça, ou un petit peu en spatule, et qui est un petit peu dentée. Il va pas avoir un casque marqué comme chez le lamier qu'on a vu juste avant. Mais par contre, il va présenter ces petites fleurs mauves avec les fleurs inférieures, les lèvres inférieures qui sont très très bien marquées. Ça, à nouveau, maintenant que vous l'avez vu, quand vous allez le voir dans votre pelouse, vous savez plus trop vous tromper. Et ici, la dernière que je présente, c'est le bugle rampant, qui est un petit peu plus discret. Parfois, on a tendance à le confondre avec le lierre terrestre. Mais on voit que les feuilles ne sont pas aussi en forme de cœur, ne sont pas aussi découpées que le lierre terrestre. Et alors, les fleurs ont cet aspect un peu plus compact. On a l'impression qu'on a pris les fleurs et qu'on les a écrasées un peu plus à plat comme ça, ce qui n'est pas le cas chez le lierre terrestre. Alors ici, il y a une variété bleue. J'ai déjà croisé des variétés blanches, donc vous ne laissez pas forcément avoir par le bleu. Mais je pense que les variétés blanches sont pas si courantes que ça. Mais sachez que quand même, ça existe. Dans les autres espèces, je le disais tantôt, les lamiacées, c'est quand même une famille qu'on va rencontrer super souvent. Et il y a plein d'espèces que vous connaissez. La lavande, ça fait partie des lamiacées. Le thym, ici j'ai mis une photo de thym serpolé. Les stachys, ce sont des plantes qui sont quand même très très grandes. On va aussi souvent rencontrer dans les bois ou au pied des haies, par exemple. La sauge, le romarin, les menthes, tout ça, ça fait partie de la famille des lamiacées. Donc, il y a quand même beaucoup d'espèces. Alors, une petite particularité de la famille des lamiacées, mais qui ne nous aide pas à les identifier, sauf si vous êtes un petit peu aventureux, c'est que la plupart des lamiacées sont comestibles. Ça ne veut pas dire qu'elles sont bonnes, mais en tout cas, il n'y a pas trop de plantes de la famille des lamiacées qui sont pas du tout comestibles et qui sont toxiques. De ce qu'on m'a dit, il y a juste l'estachys. Donc, l'estachys, c'est la grande plante qu'on voit ici, qui a défaut, c'est pas toxique, mais par contre, quand on la goûte, c'est absolument infect. Mais voilà, il y a pas trop de plantes toxiques. Vous risquez pas de vous intoxiquer en mangeant une plante de la famille des lamiacées. Et alors, ben, je vais terminer en vous disant quand même que bien sûr, il y a plein d'autres familles qui existent et qui sont aussi faciles à reconnaître, mais on peut pas s'arrêter sur toutes les familles qui existent, sinon, à la base de ça, c'est à peu près 6 travaux pratiques d'une demi-journée chacun. Donc, c'est difficile de compiler tout ça en une seule petite demi-heure. Mais sachez que vous avez les Borraginacées, caractérisées par la cime scorpioïde, donc cette espèce d'inflorescence qui s'enroule, avec les conçus, les pulmonaires, les vipérines que vous avez ici en photo. Donc, très facile à identifier. Généralement, ce sont des plantes qui sont velues, parfois velues un peu piquantes. C'est un peu le cas de la vipérine. Vous avez les campanules, qui sont des plantes à ovaires infères, avec les sépales qui sont soudés, la corolle qui forme une petite clochette violette et qui donc est soudée également. Donc, très facile à reconnaître aussi une fois qu'on l'a vu. Vous avez les hypericacées avec le millepertuis qu'on a déjà vu plusieurs fois. Les polygonacées avec le kénopode blanc, qui est ce machin qui ressemble un petit peu à rien. Ça, c'est une qui est difficile à identifier parce que ça ressemble pas à grand-chose, en fait. Et donc, c'est un petit peu difficile d'aller chercher les caractéristiques clés. Vous avez les cariophyllacées avec les stellaires et les compagnons qu'on voit ici au-dessus. Lui, sa caractéristique, ça va être la cyme bipare. Donc, en fait, vous allez avoir une tige qui, à un certain moment, se divise en deux. Et entre les deux, vous allez avoir une fleur. La tige qui s'est divisée, elle se redivise en deux avec une fleur au milieu. Ça se redivise. Et cette construction comme ça, qui se répète sans arrêt, ben ça, c'est ce qu'on appelle une cyme bipare. Et c'est vraiment très caractéristique de la famille des cariophyllacées. Et enfin, vous avez la famille des euphorbiacées. Alors ici, j'ai mis la mercuriale.
Mais le nom est dedans. C'est aussi la famille des euphorbes, qui à nouveau est caractérisée par une inflorescence particulière que j'ai pas mis en photo, qu'on appelle un sciatum. Je l'ai pas mis en photo parce que c'est trop compliqué à expliquer comme ça en si peu de temps. Mais sachez que voilà, c'est aussi à nouveau un élément facile à identifier. Ça va être l'inflorescence en sciatum et la présence de latex, qui est quand même assez bien courante chez les euphorbes. C'est d'ailleurs d'une certaine façon, un moyen de repérer parfois certaines euphorbes dans le désert, pas dans le dessert, hein. Mais vous avez des euphorbes qui ressemblent assez fort au cactus. Et en fait, quand vous allez couper dedans, si ça donne un petit peu d'eau comme ça, ben, c'est un cactus. Par contre, si ça donne un latex blanc, c'est de l'euphorbe, ben, il faut surtout pas le manger parce que sinon, on va se faire intoxiquer. Il y a beaucoup d'euphorbes qui sont assez toxiques. Et dans les familles répandues, on a aussi les apiacées, donc on en a parlé tantôt avec la fameuse ombelle. Ici, vous avez une photo de carotte sauvage, typique avec sa petite fleur noire qui est là au centre. Et vous avez également la famille des géraniacées avec les géraniums. En gros, c'est des plantes que vous connaissez sûrement. Alors en Belgique, on a trois genres. On a géranium, hérodium et pélargonium. Pélargonium, c'est quand même un petit peu plus proche des plantes horticoles. Donc ici, je vous ai présenté les hérodiums et les géraniums qu'on voit très souvent dans les pelouses. Les hérodiums, c'est ces plantes avec des feuilles très très découpées, mais qui sont assez petites. Et elles sont surtout caractérisées par ce qu'on appelle un bec de cigogne. Euh, donc, c'est un schizocarpe, si on veut employer le nom correct. Mais donc, un fruit comme ça qui est extrêmement long, ça, c'est typique des hérodiums. Chez les géraniums, le fruit est un petit peu différent, il est plus court et il a un schizocarpe à expulsion. Donc, c'est un truc un peu bizarre, mais les graines sont attachées à la base du réceptacle et avec les fruits qui mûrissent, la tension augmente et puis tout d'un coup, ch'toing, les trucs sont expulsés. Donc, vous avez 5 graines qui sont comme ça expulsées. Ici, sur les photos, vous avez le géranium, l'herbe à Robert, et vous avez le géranium mollet, qui sont deux plantes qu'on va très, très souvent voir aussi dans les pelouses. Si vous voulez aller plus loin par rapport à tout ça, ou si vous avez besoin d'outils pour identifier les plantes, vous avez des applications qui sont disponibles. Alors moi, ici, je vous ai mis PlanteNet et Ops-Identify. Il y en a sûrement d'autres, mais je pense qu'à l'heure actuelle, ce sont les deux plus fiables et les deux plus utilisés. Et si vous voulez utiliser des guides, alors les applications, c'est bien, ça va de mieux en mieux, mais moi, je fais un petit peu partie de la vieille époque pour ça, et j'aime bien aller vérifier dans des livres, avec le sacro-saint livre, qui est la flore bleue de Belgique. On l'appelle comme ça parce que la couverture est bleue. Alors, c'est une brique, et vous allez voir à l'intérieur, c'est pas ce qu'il y a de plus sympathique à lire, c'est pas ce qu'il y a de plus facile à lire, c'est quand même un livre qui est très compliqué, mais c'est ça qui vous donnera l'identification la plus proche. Et à côté de ça, vous avez plein de petits guides qui sont super sympas. Généralement, les guides de la chaux, ils sont vraiment très cool, avec l'identification des fleurs par la couleur, facile à utiliser. Enfin voilà, il est vraiment très très chouette. Vous avez plus ou moins le même pour les arbres, si vous avez envie d'en savoir plus un petit peu sur les arbres. Et il y a même le guide des plantes comestibles. Celui-ci, c'est à nouveau aux éditions de Lachaud et Nestlé. Il est vraiment très, très cool aussi avec de belles photos à l'intérieur. Et puis, c'est quand même globalement beaucoup de plantes qu'on rencontre assez souvent. Voilà, j'ai fini. Julie, je te laisse conclure. Merci Pilou pour ce cours de beauté un peu accéléré. C'est très intéressant. Ben voilà, on espère qu'on vous a donné envie d'abandonner un petit coin de votre jardin pour laisser un peu la nature s'épanouir. Ben, n'hésitez pas à consulter notre site internet. Il y a plein d'articles qui peuvent être super intéressants pour vous aider. On est aussi disponible par mail. Vous avez mon adresse email. Je vous ai envoyé des mails par rapport à la visio de ce soir. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions à nous contacter par mail ou même par téléphone. On est là pour vous donner des conseils. Donc, pour la suite du cycle de formation Le Jardin de demain, les prochains événements, Pierre-Laurent, ouais. Donc, le 14 mai, on va avoir thématique gestion écologique et niveau des ravageurs et des maladies au jardin et au potager, qui sera donné par Bastien, qui avait déjà donné la vidéo sur le potager. Ensuite, il y aura les aménagements favorables à la faune sauvage le 28 mai. Donc, ça, ce sera moi qui distribuerai
cette formation. Et puis le 13 juin, on va retrouver Pierre Laurent pour la diversité des abeilles sauvages. Comme vous avez compris, il est assez passionné par les abeilles. Donc voilà, on espère vous retrouver prochainement pour la suite du cycle. N'hésitez pas aussi, comme d'habitude, à répondre au questionnaire de satisfaction. Vous savez, c'est important pour nous et on essaie toujours de s'améliorer. Donc n'hésitez pas à répondre, à scanner le QR code. Je vais remettre le lien dans le chat. Et du coup, on va passer aux questions-réponses. Mais Pierre-Laurent, je crois que tu as été assez clair apparemment, parce qu'il n'y a pas trop de questions te Mais concernant. ouais, Une j'ai juste question une par rapport question. Est-ce que le lamier jaune n'est pas Ouais, toxique? Alors, j'ai quand voilà. même vérifié par acquis de conscience, mais non, il n'est pas toxique. Donc, il est là dans les plantes comestibles. Après, ouais, à mon avis, c'est pas un gros usage culinaire non plus, hein. Je suis en train de, ouais, ils disent saveur douce de champignons, mais bon, ça n'a pas beaucoup d'intérêt culinaire, cette plante-là, quoi, mais on peut les manger. Qu'est-ce que j'avais dit d'autre comme Tanésie, super facile à sécher pour les poulaillers éloignés des parasites, effectivement. C'est très utilisé dans cette optique-là. On ne mange pas de steak à midi, bah oui, bah on peut manger de la salade avec plein d'autres choses, hein. La cardamine des prêtres, une des premières fleurs à être produite dans notre jardin en diminuant la fréquence de tonte. Ben oui, il y a beaucoup de plantes, mine de rien, qui peuvent arriver assez facilement. En fait, il y a une banque de graines énorme dans les sols, et pour peu qu'on laisse un petit peu le sol tranquille, il y a plein de plantes qui vont venir s'exprimer. En plus, des plantes qui arrivent soit transportées par le vent, transportées par les animaux, y compris les oiseaux. Donc voilà, il y a plein de plantes qui peuvent revenir assez facilement. Je ne sais pas si tu avais repéré d'autres Ah non. questions. Non, je l'ai répondu à quelques personnes en direct pendant la présentation. Non, je ne vois pas d'autres questions. Donc, je pense qu'on va pouvoir gentiment clôturer. On enverra du coup l'enregistrement ici de la vidéo et les slides dans les prochains jours. Donc, comme avis courant semaine prochaine, ne l'attendez pas avant. Pour ceux qui auraient eu des problèmes de connexion ou qui n'auraient pas su assister à la totalité, voilà, il y aura l'envoi de l'entièreté de la présentation aux inscrits. Euh, voilà, c'est Ouais, bon de mon côté. ok, bah parfait. Attends, je vois qu'il y en a qui continuent à arriver. Comment faire pour accueillir dans sa pelouse les fleurs trouvées dans les prés ou les talus? Ouais, c'est quand même aussi une variété des plantes assez typiques aussi parfois de milieux de terrain en pente, Ouais. où on va retrouver aussi des plantes communes, mais j'ai vu un autre commentaire. Ben, pour ces fleurs-là, si on veut les avoir chez soi, moi je conseillerais plus d'essayer d'obtenir les graines. Je déconseillerais vivement de s'amuser à les déraciner pour les replanter chez soi parce qu'il y a quand même des chances pour que ça foire. Si vous n'avez pas de chance, c'est une plante protégée, vous ne le savez pas, vous vous faites choper avec ça, c'est une amende à la clé, c'est quand même assez dommage. Par contre, allez récolter les graines et essayer de les replanter d'abord en pot pour voir si elles prennent et ensuite les repiquer chez soi, ça peut être une solution, quoi. Il faut se renseigner aussi, c'est quoi comme plante. Vous avez des plantes qui sont, enfin, si on prend les orchidées, par exemple. Donc, il y a des orchidées en Belgique, sachez-le, des orchidées sauvages, mais ce sont souvent quand même des plantes inféodées au milieu plutôt calcaire. Et du coup, on peut pas, déjà, elles sont protégées, donc on peut pas y toucher, tout simplement. Mais même si on essayait de l'arracher, de la mettre chez soi, de un, il faudrait avoir le sol qui correspond. Et en plus, ce sont des plantes qui font des mycorhizes et qui ont absolument besoin d'un champignon bien particulier, voire parfois d'un ensemble de champignons pour se développer. Et donc, c'est pas des plantes qu'on pique comme on veut, quoi.
Donc, il y a plusieurs contraintes qui sont présentes. Ouais, une question aussi là par rapport à la mousse de plus en plus présente dans la pelouse. Bah, la technique, on va dire, la plus efficace, c'est la scarification. Et du coup, les mousses, ben, elles vont se développer dans des endroits aussi quand même assez ombragés. Le problème, effectivement, c'est qu'elles laissent plus passer l'air et elles vont asphyxier un peu le sol. Et donc, ouais, scarifier, essayer de remuer un peu le sol et de refavoriser un peu la vie sous-sol, ça va l'empêcher de s'étendre et peut-être apporter un peu de compost et de matière organique pour réenrichir le sol. Je pense que ça pourrait fonctionner, mais la scarification, c'est ce qui est recommandé souvent pour freiner un peu leur, euh, leur expansion. Puis, je sais pas si tu as d'autres conseils pour la mousse. Non, ben, c'est effectivement ce qui est généralement conseillé de faire, c'est une scarification croisée pour retirer un maximum de mousse. Après, à nouveau, est-ce que ça dépend un petit peu, est-ce qu'on est vraiment dans la partie est-ce que je veux une pelouse écologique ou est-ce que je veux une pelouse pour enfin, faire ma petite bronzette ou quoi aux caisses? Si on est dans la partie pelouse écologique, rien n'empêche de le laisser comme ça. En fait, la mousse n'est pas forcément mauvaise pour l'écologie. Il y a d'autres choses qui peuvent se mettre dedans. Donc voilà, c'est pas forcément un mal, quoi. Mais c'est sûr que d'un point de vue esthétique, on s'éloigne d'une pelouse fleurie ou d'une pelouse d'un gazon classique, quoi. J'ai une petite question d'une dame qui signale qu'elle a acheté un terrain il y a 2 ans, je vois, et, euh, et elle a fauché ici, passé la débroussailleuse en octobre, et qu'il n'y a aucune fleur. Comment est-ce que ça s'explique? Bah, du coup, il faudrait voir si, comme on l'a conseillé, vous avez exporté le produit de fauche déjà. C'est quand même important. Si vous débroussaillez et que vous laissez tout en mulching, ben, ça va continuer à enrichir le sol. Or, les plantes à fleurs, elles aiment bien les sols pauvres, même si ça paraît peut-être parfois un peu contradictoire. Et donc à mon avis, c'est à force d'entretien qu'elles vont se réinstaller progressivement et réapparaître. En appauvrissant le sol, voilà, ça favorisera peut-être leur pousse et éviter la dominance des graminées. Maintenant, ouais, Hmm. s'il n'avait plus été entretenu, il faut le temps aussi que le cycle se remette en place, que la banque de données de graines puisse germer. À mon avis, va falloir un peu de temps. Ou alors faire un pré-fleuri. À nouveau, c'est pas la thématique d'aujourd'hui, mais si vous voulez vraiment avoir des fleurs, c'est peut-être le plus efficace. Oui. Après, faut voir aussi l'historique du terrain. Si c'est un ancien Ouais, terrain c'est ça. agricole qui était un champ de blé, un champ d'orge, froment ou autre chose, forcément, on va avoir moins de diversité a priori. On peut essayer de faire aussi une fauche printanière. Quand les graminées commencent à pousser, on va faire une fauche assez tôt dans l'année pour justement diminuer la pression des graminées et laisser les petites plantes vivaces qui sont dans le sol pouvoir avoir un petit peu plus de lumière et donc pouvoir essayer de s'exprimer un petit peu plus. C'est parfois quelque chose qui est fait pour favoriser les plantes printanières. Bien, je pense qu'on a fait le tour. Je pense qu'on a fait le tour. Bon, ben, super. On va pouvoir Ouais, gentiment clôturer la visio. ouais. Merci à tous ceux Euh, qui nous ont suivis. Merci à tous ceux qui nous quittent progressivement. Très, très bonne soirée à tous. Pour les présentations, normalement, elles sont envoyées, hein, je pense. comme je l'ai dit, on enverra et l'enregistrement de la visio et le PDF avec la présentation. Vous le recevrez la semaine prochaine par mail. Euh, voilà pour tous les inscrits. Sinon, envoyez-moi un petit mail si vous n'étiez pas inscrit avant et que vous vous êtes joint par partage de liens. Voilà, on communiquera la présentation sans problème. Merci à tous. À la prochaine, en espérant vous retrouver pour une autre visioconférence. Et n'oubliez pas de vous inscrire à la campagne En mettons à l'arrêt pour participer à toute cette récolte de données de cette jolie campagne.
et merci Pierre-Laurent. Merci à tous. Salut, bonne soirée, au revoir.